Le Moyen-Orient entre dans une phase de tension extrême. En ce moment même, une flotte militaire américaine d'une ampleur considérable est déployée dans le golfe Persique, au large des côtes iraniennes. À sa tête, l'USS Abraham Lincoln, l'un des porte-avions les plus imposants de l'arsenal américain. Autour de lui, des navires de guerre, des chasseurs, une démonstration de force que Donald Trump présente comme sans précédent. Une question s'impose alors. Sommes-nous vraiment au bord d'une confrontation armée majeure ou assistons-nous à un nouvel épisode de communication stratégique trumpiste où le spectacle de la force prime sur la cohérence diplomatique? Pour comprendre cette situation, il faut revenir à ses origines. L'Iran, nation de plus de 90 millions d'habitants, située au cœur de l'Asie occidentale, traverse depuis fin décembre une crise politique majeure. Le 28 décembre, des manifestations éclatent à Téhéran. Au départ, il s'agit d'un mouvement de commerçants protestant contre la hausse du coût de la vie, une réalité économique qui étouffe la population iranienne depuis des années. Mais très vite, la contestation se propage. Ce qui commence comme une revendication économique se transforme en un soulèvement général réclamant la chute du régime islamique en place depuis 1979. La réponse du régime est brutale. Les forces de sécurité répriment les manifestations dans le sang. Le gouvernement iranien fait état de 3117 morts. Mais selon de nombreuses organisations non gouvernementales et médias internationaux, le bilan réel serait bien plus lourd, dépassant probablement les 30 000 victimes. Des chiffres qui rappellent l'ampleur de la répression et la fragilité d'un régime qui ne se maintient que par la violence. C'est dans ce contexte que Donald Trump entre en scène. Peu après le début des manifestations, le président américain adresse un avertissement direct à Téhéran. Si des manifestants sont tués, les États-Unis frapperont durement l'Iran. Le message est clair, la menace explicite. Pourtant, aucune frappe n'a lieu. Les manifestants meurent par milliers, mais les missiles américains restent au sol. Que s'est-il passé? Selon plusieurs analystes, Trump aurait fait marche arrière après que les autorités iraniennes auraient annulé plus de 800 exécutions de manifestants emprisonnés. Un recul qui, aux yeux de nombreux Iraniens, transforme la promesse américaine en simple posture. La rhétorique trumpiste, si souvent construite sur l'idée de fermeté absolue, se heurte ici à la complexité du réel. Mais depuis quelques jours, Washington semble relancer la partie. L'USS Abraham Lincoln est positionné dans le golfe Persique, escorté par plusieurs bâtiments de guerre et chasseurs. Trump affirme que cette flotte est plus importante que celle envoyée au Venezuela, qu'elle est prête à agir avec rapidité et violence si nécessaire. D'autres navires sont en route, assure-t-il. Le langage est celui de la force, du spectacle militaire, de la démonstration. Mais derrière cette mise en scène, quel est réellement l'objectif? Mercredi dernier, Trump clarifie ses intentions sur Truth Social, son réseau social personnel. Il espère que l'Iran acceptera rapidement de négocier un accord concernant son programme nucléaire. Voilà donc le cœur du sujet, le nucléaire iranien. Washington accuse Téhéran de chercher à se doter de l'arme atomique. L'Iran dément, affirmant ne développer que le nucléaire civil, à des fins énergétiques et médicales, pas militaires. Un discours que les autorités iraniennes tiennent depuis des années et qui s'inscrit dans une longue histoire de méfiance mutuelle entre les deux pays. En juin dernier, les États-Unis et Israël ont bombardé 3 installations nucléaires iraniennes. À l'époque, Trump et ses alliés avaient présenté l'opération comme un succès majeur, affirmant avoir considérablement réduit les capacités de l'Iran à obtenir l'arme nucléaire. L'Iran, de son côté, avait minimisé l'impact de ces frappes, assurant que les matières premières avaient déjà été évacuées des sites visés. Raphaël Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, avait adopté une position intermédiaire, estimant que les bombardements avaient causé des dégâts importants, mais non décisifs, faute d'accès complet aux installations. Une situation floue, où chaque camp contrôle sa propre narration. Aujourd'hui, Trump assure qu'une nouvelle frappe serait bien plus dévastatrice. Mais cette escalade verbale, ce va-et-vient entre menaces et retraits, soulève une question. Quelle est la stratégie réelle de l'administration Trump? S'agit-il d'une volonté sincère
de négocier ou d'une tentative de pression maximale sans réel plan de sortie. Face à ces menaces, Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, a répondu avec prudence. L'Iran, dit-il, est disposé à conclure un accord nucléaire mutuellement bénéfique, équitable et juste, tout en garantissant son droit à développer une technologie nucléaire pacifique. Mais il ajoute aussi que les forces iraniennes sont prêtes à riposter immédiatement et avec force à toute agression. Un équilibre précaire entre ouverture diplomatique et posture défensive. Selon la BBC, plusieurs déploiements américains ont également eu lieu vers des bases dans la région, en Jordanie, au Bahreïn, au Qatar. Les Émirats arabes unis, pourtant alliés de Washington, ont publiquement déclaré qu'ils n'autoriseraient pas l'utilisation de leur territoire pour toute action militaire hostile contre l'Iran. Une prise de distance qui en dit long sur l'isolement relatif des États-Unis dans cette crise. En parallèle, des groupes affiliés à l'Iran, comme le Hezbollah libanais ou les Houthis du Yémen, ont promis de riposter à toute attaque. Des nations de la région, comme l'Égypte ou le Qatar, appellent à la désescalade. Le tableau est clair, une intervention américaine ne se ferait pas sans conséquences régionales majeures. Au-delà de la question nucléaire, certains analystes estiment que les États-Unis chercheraient également à déstabiliser le régime des Mollahs, en place depuis des décennies. Les Mollahs, largement opposés à Washington, financent plusieurs groupes armés comme le Hezbollah ou les Houthis, qui s'attaquent régulièrement aux intérêts américains. Mais une attaque militaire contre l'Iran serait extrêmement risquée. Elle pourrait bouleverser les exportations mondiales de pétrole et de gaz. L'Iran contrôle en partie le détroit d'Ormuz, un passage maritime stratégique par lequel transitent les exportations de l'Arabie saoudite, du Qatar, des Émirats arabes unis. Une perturbation de ce corridor aurait des répercussions économiques mondiales immédiates. Difficile alors de ne pas voir une contradiction dans la posture trumpiste. Menacer un pays dont l'attaque déstabiliserait les marchés énergétiques mondiaux tout en prétendant défendre les intérêts économiques américains. Parallèlement à cette escalade militaire, l'Union européenne a pris une décision symbolique forte. Jeudi, l'UE a élargi sa liste des organisations terroristes. Les pays membres, dont la France, considèrent désormais les gardiens de la Révolution, les soldats d'élite placés sous les ordres du guide suprême iranien, comme une organisation terroriste. Une décision qui a nécessité de longues négociations. La France, en particulier, a hésité. Selon plusieurs analystes, cette hésitation tenait à la crainte de dégrader davantage les relations avec l'Iran et de rendre plus difficile toute négociation future. Mais face aux massacres perpétrés lors de la répression des manifestations, la pression politique et morale a fini par l'emporter. L'Iran avait mis en garde contre des conséquences destructrices si l'UE prenait cette décision. Jeudi après-midi, l'UE a également annoncé avoir sanctionné plusieurs hauts responsables iraniens, dont le ministre de l'Intérieur et des dirigeants des gardiens de la Révolution. La situation reste donc extrêmement tendue. Elle pourrait évoluer rapidement dans les prochains jours. Mais ce qui frappe dans cette crise, c'est le contraste entre la communication trumpiste, spectaculaire, théâtrale, et la complexité géopolitique réelle, faite de rapports de force, d'alliances fragiles, d'intérêts économiques contradictoires. Trump communique comme s'il dirigeait une entreprise, en misant sur la démonstration de force et la capacité à impressionner. Mais la diplomatie internationale ne fonctionne pas selon les mêmes règles que la négociation immobilière. Et les conséquences d'une erreur de calcul, ici, ne se mesurent pas en millions de dollars, mais en vies humaines et en déstabilisation régionale. Passons maintenant à un autre dossier qui concerne cette fois les États-Unis eux-mêmes. Le secteur du tourisme américain traverse une période particulièrement compliquée. Et c'est loin d'être anecdotique. Le tourisme représente environ 1 emploi sur 10 dans le pays. Selon une étude du World Travel and Tourism Council, les États-Unis pourraient enregistrer
jusqu'à 4,7 millions d'arrivées internationales en moins dès 2026, une baisse de 23,7% des arrivées en provenance des pays éligibles à l'ESTA, cette autorisation en ligne qui permet de voyager aux États-Unis sans visa. Cette situation pourrait entraîner une baisse des dépenses des visiteurs de 15,7 milliards de dollars et menacer 157 000 emplois. Plusieurs facteurs expliquant cette chute: les droits de douane imposés par Trump, le climat politique actuel, la hausse du coût de la vie, l'augmentation des frais de visa. Mais c'est surtout une nouvelle obligation qui inquiète. Les visiteurs étrangers exemptés de visa, dont les Français, doivent désormais transmettre 5 années d'historique de leur activité sur les réseaux sociaux. Une mesure présentée comme une question de sécurité nationale, mais perçue par beaucoup comme une intrusion disproportionnée dans la vie privée. En France, les voyages organisés vers les États-Unis ont chuté de 14,6% entre novembre 2024 et octobre 2025. Fin décembre, les réservations pour l'été 2026 étaient en baisse de plus de 29%, des chiffres qui témoignent d'un malaise croissant. Ici encore, on retrouve une contradiction trumpiste: promouvoir l'Amérique comme terre d'opportunités tout en multipliant les obstacles à l'entrée. Autre dossier majeur qui concerne cette fois l'Europe, la contamination par les PFAS, ces polluants éternels. Selon une étude publiée jeudi par la Commission européenne, cette contamination pourrait coûter jusqu'à 1 700 milliards d'euros à l'Union européenne d'ici 2050. Les PFAS sont des produits chimiques fabriqués par l'homme, présents dans des objets du quotidien: poêles, emballages alimentaires, vêtements. Ils persistent longtemps dans l'environnement et peuvent nuire gravement à la santé, provoquant des cancers, des dysfonctionnements hormonaux et immunitaires, de l'obésité, de l'endométriose. Le coût de cette pollution pourrait varier entre 330 milliards et 1 700 milliards d'euros selon les scénarios. La fourchette la plus haute correspond à une hypothèse où les PFAS resteraient autorisés, mais avec des normes plus strictes. Il faudrait alors dépolluer de nombreux sites contaminés, ce qui demanderait 1 700 milliards d'euros d'ici 2050. Le scénario le plus optimiste et le moins coûteux serait une interdiction totale des PFAS dans l'UE. Un projet à l'étude depuis 2023, mais contesté par le lobbying industriel. Si cette interdiction était appliquée, les émissions de PFAS pourraient cesser d'ici 2040 et ces substances disparaîtraient du sang des Européens d'ici 2 à 10 ans, pour un coût total estimé à 330 milliards d'euros. La Commission européenne doit présenter une proposition de loi d'ici la fin de l'année. Autre information qui concerne la justice climatique. Les Pays-Bas ont été condamnés par la justice néerlandaise à mieux protéger l'île de Bonaire, un territoire néerlandais situé dans les Caraïbes. Selon une étude de l'Université libre d'Amsterdam, jusqu'à un cinquième de l'île pourrait être gravement menacé d'ici la fin du siècle par la montée du niveau de la mer, l'érosion côtière et la multiplication des tempêtes, conséquence directe du réchauffement climatique. Des habitants de Bonaire ont porté plainte contre l'État néerlandais avec le soutien de Greenpeace. Ils demandent la construction de brise-lames pour limiter la force des vagues et la restauration de mangroves qui protègent naturellement les côtes. Le tribunal a donné 18 mois au gouvernement néerlandais pour élaborer un plan d'adaptation climatique incluant Bonaire qui devra être mis en œuvre à partir de 2030. Le juge a estimé que l'État néerlandais traitait les habitants de Bonaire différemment de ceux des Pays-Bas, sans justification valable, notamment en matière de protection face au changement climatique. Le gouvernement néerlandais a déclaré prendre le jugement très au sérieux et s'est engagé à prendre des mesures, une décision qui pourrait faire jurisprudence dans d'autres territoires insulaires confrontés aux mêmes menaces. En France, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité mercredi soir un texte visant à mettre fin à la notion de devoir conjugal.
Cette notion, qui n'est pas inscrite directement dans la loi, découle de l'interprétation que certains juges font du Code civil en la reliant au devoir de communauté de vie entre époux. Le Code civil prévoit 4 obligations des époux: fidélité, secours, assistance et communauté de vie, mais aucune obligation d'avoir des relations sexuelles. Pourtant, cette interprétation a permis à des tribunaux de considérer le refus de relations sexuelles comme un motif de divorce, jusqu'à la condamnation de la France en janvier 2025 par la Cour européenne des droits de l'homme. L'objectif de ce texte est donc de s'assurer que cette lecture de la loi soit interdite. La notion de consentement serait alors inscrite au cœur du mariage. Si le texte est adopté par le Sénat, la loi pourrait être promulguée avant l'été 2026, une évolution législative qui marque une reconnaissance plus claire du consentement comme principe fondamental, même au sein du mariage. Autre information préoccupante qui concerne la violence sexuelle chez les enfants et adolescents. Selon une enquête de l'Observatoire national des violences faites aux femmes et de la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, publiée mercredi, 15% des élèves de CM1, CM2 déclarent avoir déjà été victimes de voyeurisme et 8% déclarent avoir été embrassés de force. 15% des filles et 12% des garçons de CM1, CM2, donc âgés de 9 à 10 ans, rapportent avoir subi au moins une forme de violence sexuelle. L'étude précise que ces violences apparaissent dès l'école élémentaire et s'intensifient à l'adolescence. Au collège, le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux touche près d'un tiers des collégiennes. Au lycée, ce sont surtout les filles qui sont surreprésentées parmi les victimes. Une lycéenne sur 10 s'est déjà absentée par peur. Le gouvernement appelle à renforcer la régulation des plateformes de réseaux sociaux et à vérifier la bonne application du programme d'éducation à la vie affective et à la sexualité par tous les établissements. Les élèves doivent théoriquement bénéficier de 3 séances par an d'éducation à la vie affective et à la sexualité de la maternelle au lycée. La loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été adoptée par l'Assemblée nationale. Elle sera présentée au Sénat courant février. Terminons sur une note plus positive, une découverte scientifique majeure. Une centaine d'espèces animales marines vieilles de 512 millions d'années ont été découvertes dans le sud de la Chine, selon un article publié mardi dans la prestigieuse revue scientifique Nature. Les chercheurs ont collecté plus de 50 000 fossiles, restes ou traces d'êtres vivants anciens, conservés dans la roche pendant des millions d'années. Parmi eux, 153 espèces, dont 91 jusque-là inconnues, notamment des ancêtres directs des vers, des coraux, des méduses. Ce qui rend cette découverte exceptionnelle, c'est l'état de conservation des fossiles. Des branchies, des intestins, des yeux ont pu être retrouvés. Baptisé Biot de Yueyang, d'après le nom de la province où ces espèces ont été découvertes, cet ensemble constitue la première grande découverte de fossiles mous datant de l'après-extinction de Sinsk. Il y a 540 millions d'années, une chute d'oxygène avait causé la perte de près de la moitié des espèces de la surface de la Terre. Cette découverte offre une fenêtre unique sur une période encore peu connue de l'histoire de la vie sur Terre et permet de mieux comprendre comment la vie s'est réorganisée après une extinction massive. Voilà pour cette revue d'actualité. Des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, où la communication trumpiste se heurte à la complexité du réel, aux découvertes scientifiques qui nous rappellent la fragilité et la résilience de la vie sur Terre. Une question reste en suspens. Dans un monde où la communication politique privilégie de plus en plus le spectacle à la substance, comment préserver une analyse lucide et informée des événements? Et vous, qu'en pensez-vous? La stratégie de pression maximale de Trump sur l'Iran vous semble-t-elle cohérente ou révèle-t-elle les limites d'une diplomatie basée sur la démonstration de force? N'hésitez pas à partager votre point de vue en commentaire. Et si cette analyse vous a intéressé, pensez à vous abonner pour suivre d'autres décryptages géopolitiques et politiques du même type, à liker cette vidéo et à la partager autour de vous. À très bientôt.